Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dans la cage. Ben Baudouin est toujours en compagnie de Patrick Côté. Ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'on n'a pas eu la chance de faire de podcast. Au moins, Pat, on s'est vu sur les galas de l'UFC, mais content d'être de retour. Oui, content. Comme tu as dit, on s'est vu sur les ondes de RDS avec d'excellents combats et ça. Tu sais, des fois, là, il y a sur le papier, ça n'a pas l'air grand-chose parce qu'il n'y a pas des gros noms. On a été gâtés quand même. Là, les 2 dernières cartes là, sur l'ensemble des combats, il n'y avait pas des noms très spectaculaires, mais on a eu 2 excellentes cartes, là, vraiment. Là. Entièrement d'accord avec toi. On va d'ailleurs revenir sur le gala de samedi passé qui mettait en vedette Islam Makhachev contre Bobby Green. Il y a eu de très, très bons combats sur cette carte-là. Bien sûr, on va passer une grande portion de l'émission aussi aujourd'hui pour mettre la table pour l'UFC 272. Gros gala. Surtout la finale qui fait pas mal jaser et qui promet des feux d'artifice. Ouais. Une finale comme on n'en voit pas souvent. Pas de titre en jeu, mais je pense que la curiosité des gens est là et je pense que les gens vont être au rendez-vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on tenait absolument à vous faire un épisode cette semaine. Là. Normalement, on enregistre le mardi. On a eu un petit contretemps mardi dernier. On est jeudi en espérant que vous ayez la chance de pouvoir nous écouter et que ça va vous mettre en appétit pour le gala de samedi. Et bien sûr, beaucoup d'actualités également dans les arts martiaux mixtes, des bonnes, des moins bonnes nouvelles aussi. Je ne sais pas ce qui se passe présentement dans le monde, mais les combattants n'échappent pas nécessairement aux mauvaises nouvelles par les temps qui courent. On aura la chance d'en parler dans les dernières minutes de l'émission. Faut parler pendant quelques minutes, toutefois, pour débuter ce podcast, Pat, de Islam Makhachev, le gala de samedi passé. Bobby Green, je veux dire, on essayait de... je sais pas si... je vais dire on, là, mais les spécialistes ou les observateurs essayaient de faire croire aux amateurs que Bobby Green avait peut-être une chance contre Islam Makhachev. Il y a toujours une chance dans ce sport-là, mais visiblement, ça ne s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme prévu, peut-être pour Green, mais Islam Makhachev a vraiment prouvé qu'il était dominant et qu'il avait ce qu'il fallait probablement pour devenir un champion. Là. Oui et non. Écoute, moi, j'ai de la misère parce que, tu sais, il a battu Bobby Green qui n'est pas classé. Le seul gars qui a battu, qui est classé vraiment, là, c'est Dan Hooker. Oui, ça va me dire qu'il a passé à travers comme si de rien n'était. T'as raison. Mais est-ce qu'une victoire contre Bobby Green, ça lui mérite dans le combat de championnat du monde? À mon avis, je trouve que non. Tu sais, quand il va avoir battu des Michael Chandler, des Justin Gaethje, là, Gaethje se bat contre Rivera, là, mais quand il va avoir battu ces gars-là qui sont en avant de lui, tu sais, il a monté beaucoup puis je dis pas qu'il est pas bon, je dis pas qu'il sera jamais champion du monde. Je pense qu'il va l'être à un moment donné. Mais je trouve que, tu sais, tu regardes le monde qu'il a battu, c'est pas le gros char, on s'entend. Là. Il a battu Dan Hooker, il l'a démoli, c'est le seul gros nom. Puis pour Green, le pauvre Green, il a bien essayé, il a essayé de mettre de la mousse aussi en essayant de mettre de faire un peu de trash talk, qui est sa personnalité aussi. C'était une bonne guerre. Mais tu sais, je veux dire, même s'il y avait eu un camp d'entraînement parfait, là, ça aurait donné la même chose. Tu sais, Makhachev était une coche au-dessus. Une coche au-dessus de plusieurs personnes qu'il a battu avant. Là, moi, j'aimerais bien ça voir contre des gars de même. Et là, il était supposé se battre contre Benet Dariush. Et là, finalement, ça a l'air qu'il va se battre contre Benet Dariush. On dirait que c'est une punition qu'on lui a donnée parce qu'il n'a pas voulu accepter le combat contre Dos Anjos en fin de semaine. Mais bon, ça, c'est un peu étrange, mais bon. Ben, je m'en allais là. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'il n'est pas prêt ou il ne mérite pas en raison de son CV, même s'il y a 10 victoires consécutives. Il ne mérite pas nécessairement tout de suite d'avoir un combat de championnat. Donc, tu es d'accord avec la logique de Dana White de dire ben, on va refaire le combat contre Dariush dans ce cas-là. Puis, il y a toute l'histoire avec Dos Anjos, comme tu as expliqué. Mais donc, tu trouves ça correct qu'on ne lui donne pas tout de suite un combat de championnat? Bref. Là. Je dis pas qu'il n'est pas prêt. Je dis, est-ce qu'il mérite? Moi, je trouve que la réponse est non.
C'est ça. Parce qu'il n'a pas battu des gars qui sont classés. Le seul qui a battu, c'est Dan Hooker. C'est le seul. Donc, est-ce que ça justifie un combat de championnat du monde? Là, vous allez peut-être, vous trouvez ça. C'est correct, ça t'appartient. Là. Si toi, tu trouves qu'il mérite, c'est correct. Moi, je te donne juste mon opinion. Là. J'ai une chance d'avoir une tribune pour chialer et pour dire ce que je veux. C'est ça. Moi, je trouve que est-ce qu'il mérite un combat de championnat du monde? Je pense pas. Je pense qu'il se doit de passer par Benet Dariush. Et je pense que c'est peut-être pas de la façon que ça s'est fait. Là. C'est de la manière qu'on a dit, OK, t'as pas accepté le combat contre Santos, on va te donner Dariush. Ça va dire que c'est comme une punition. Mais c'était le combat à faire, à mon avis, quand même. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que, prêt, pas prêt, de toute façon, Charles Oliveira va affronter Justin Gaethje. On ne sait pas ce qui va arriver avec ce combat-là. On ne peut pas tout de suite. Est-ce que Islam Makhachev peut dire, bon, ben, j'attends le gagnant de ce combat-là? Est-ce qu'on va décider de faire une revanche si c'est ultra serré, surtout si Oliveira perd? Je veux dire, il y a tellement d'avenues possibles et d'hypothèses et d'impondérables que de dire à ce moment-ci, ben, Islam Makhachev doit être en combat de championnat dans 6, 7, 8 mois après qu'Oliveira et Gaethje se soient livrés peut-être une guerre. Je veux dire, OK, c'est peut-être un peu trop tôt de toute façon pour le dire. Je suis vraiment pas d'accord, par contre, avec la logique de Dana White de dire on s'apprenait un remplaçant pour Rafael Dos Anjos en raison que Rafael Fiziev a dû déclarer forfait. Il a été atteint par la COVID. Dans les derniers jours, pour un combat d'une importance en demi-finale d'un gala à la télé à la carte, peut-être le plus important duel de la carrière de Fiziev, se disait, bon, si je pourrais aller me battre contre Rafael Dos Anjos, je dois être à 100%. Donc, je ne me battrai pas cette fin de semaine. On veut garder Dos Anjos sur la carte, ça nous prend un remplaçant. Le nom de Makhachev sort. Semblait accepter au début, semblait être intéressé. Exact. Là, on ne sait pas trop. Apparemment, Dana White a dit un soir, je me suis couché, c'était fait. Le lendemain, il ne voulait plus. Donc, puisqu'il n'a pas voulu, à 4 jours d'avis, affronter Rafael Dos Anjos, on ne lui donnera pas de combat de champion. Cette logique-là fonctionne plus ou moins dans ma tête, mais bon, c'est lui le patron, hein, bref. Ouais, exact. C'est un peu. Je sais pas si. Je sais pas le défendre. Je sais pas s'il était mal cité. Je sais pas si ça a mal sorti, mais honnêtement, de la manière que ça a sorti, ça fait comme. Le gars ne peut pas accepter un combat à 4 jours d'avis. Ils viennent de se battre, même si ça n'a pas été difficile. Puis, à cause de ça, après le combat, quand il a gagné la semaine passée, tu dis que oui, il est next pour un title shot. Puis là, à cause qu'il n'accepte pas le combat à 4 jours d'avis, là, tu dis, OK, non, et là, on va lui donner Benet Dariush finalement. Hey, Benet Dariush, là, sa blessure, là, elle n'est pas guérie, là. Et ça se peut que ça ne soit pas guéri pendant un maudit bout, là. C'est une blessure quand même sérieuse qu'il y a eu, là, au genou, là. Fait que, c'est de la manière que ça a sorti, de la manière que. C'est peut-être ça, c'est peut-être Domaine qui voulait le dire aussi, j'essaie pas d'excuser, mais s'il a voulu dire ça comme ça, c'est vrai que ça fait cheap un peu. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Bref, grosse victoire facile d'Islam Makhachev, 10e victoire consécutive, ça égale le champion Charles Oliveira pour la plus longue séquence chez les poids légers. La plus longue séquence, si ça vous intéresse, dans l'UFC présentement, c'est Kamaru Usman avec 14 victoires consécutives. Il y a un autre 155 livres qui a fait tourner les têtes cette fin de semaine, Arman Tsarukyan. Moi, c'était personnellement ma demi-finale. J'aurais placé ce combat-là en demi-finale, Tsarukyan contre Joel Alvarez. Peu importe c'était où sur la carte. C'était 2 très bons espoirs à 155 livres. Et Tsarukyan, l'Arménien, n'a fait qu'une bouchée d'Alvarez. Là. Je veux dire, il l'a lutté, il a fait du dommage en ground and pound, il a ouvert le visage et rapidement, au début du 2e round, c'en était trop pour Alvarez. Ça aurait été dangereux pour lui de continuer de toute façon avec la coupure. Et là, lui, Tsarukyan, sa seule défaite à l'UFC, veut pas, c'est à son premier combat avec l'organisation, à 10 jours d'avis, contre Islam Makhachev. Je veux dire, c'est tout un combattant, lui aussi. Là. Ouais, je pense que Tsarukyan a voulu prouver quelque chose. Il est allé dans le monde de son adversaire pour prouver qu'il était capable. Tu sais, son adversaire avait 16 soumissions, je pense. Quelque chose de même. Tu sais, il est allé là-dedans, il n'a pas eu peur de lutter, il a ouvert avec un bon coup de coude. Il a vraiment fait un statement, puis il a prouvé que lui était classé dans le top 15. Je pense qu'il était 13e dans ce combat-là, ou quelque chose comme ça. Mais il était dans le top 15, puis son adversaire, il ne l'était pas. Puis il a prouvé pourquoi que lui, il l'était.
il a fait une bouchée de ce gars-là. Ça n'a pas été si difficile que ça. Puis, regarde, moi, on en a parlé aussi hors ronde, on a parlé en ondes aussi. On l'aime beaucoup, nous autres, à Tsaroukian. Il est solide, il est rapide, il est complet. Puis, je pense qu'il pourrait devenir un problème dans cette catégorie. Tu sais, quand j'ai une petite pensée pour Olivier Aubin-Mercier, tu sais, dans tout ça, parce que Olivier, là, je vais essayer de faire travailler ma mémoire, mais tu sais, il était dans le top 15, il avait fait son entrée dans le top 15 de l'UFC après une victoire contre c'était quoi son nom? Par KO, de toute façon. Et puis, et puis, de toute façon, tout de suite après, il est allé. Evan Donoff, voilà, merci. Ah, c'est ça. Tout de suite après, il est allé affronter Alexander Hernandez, qui était à sa portée, mais il a perdu un combat très serré contre Hernandez. Par lui-même qui a dit que c'était une mauvaise stratégie. Il attendait que son adversaire se fatigue. C'est ça. Même lui-même, il a dit que c'était peut-être pas la bonne stratégie. Après ça, il a perdu un combat serré également, ou en tout cas, il est allé à la limite contre Tsaroukian. Mm-hmm. Et après ça, il est allé également à la limite contre Gilbert Burns, qui s'est battu il n'y a pas si longtemps pour le championnat des 170 livres. Ça a sonné le glas de sa carrière à l'UFC par la suite, après ces 3 défaites-là, mais je veux dire, il a affronté des monstres, Olivier. Avec le recul, on le voit que ces gars-là, ce sont de super combattants. Puis, je veux dire, Olivier était dans ces combats-là, avait les chances d'aller les chercher. Donc, ça vous prouve également qu'Olivier est encore parmi les bons 155 livres probablement au monde présentement. Bien, absolument. Puis je pense que ces combats-là étaient à sa portée aussi, surtout contre Hernandez. Je pense que c'était une mauvaise stratégie. Puis, et là, moi, je l'aime, Olivier, okay, là, puis je parle pas contre lui, je l'adore. Puis c'est juste que je pense qu'après qu'il ait gagné par KO, son premier combat en carrière, on dirait qu'il a comme oublié ses instincts. J'en ai déjà parlé, puis j'ai reçu des critiques là-dessus. Il y en a qui ont dit que j'avais raison, whatever. Mais l'affaire, c'est que on dirait qu'il voulait juste se battre debout à cette heure. Tandis que c'est un cheval. Quand il prend quelque chose, quand il te prend une jambe, quand il t'accote contre le grillage, je le sais, je l'ai coaché à tough, puis j'ai roulé avec, puis c'était pas le fun. Il est fort, c'est un cheval, il arrête pas, il est bon techniquement, au corps à corps, puis il avait arrêté de faire ça. Il avait arrêté de faire ça, puis il a essayé de boxer, puis c'est un peu ça c'est dommage, parce que c'est un peu ça qui est venu un peu à sa perte, là. Mais on l'a vu après, là, quand il est retourné à PFL, il a fait une super belle performance après. Ah, tout à fait. Bref, c'était mon petit éditorial, parce que Tsaroukian, on se rend compte aujourd'hui qu'il est dans le top. Honnêtement, il est 12e aujourd'hui, là, puis je regardais le top 10, puis je me disais, il n'y a pas un gars qui va vouloir affronter ce gars-là. Lui, il a demandé Gregor Gillespie. Gillespie s'est pas battu depuis plus qu'1 an. Il attend Tony Ferguson qui veut pas affronter. Je veux dire, là, ça joue à cachette un petit peu dans le top 10, puis avec raison. Je veux dire, c'est tellement des monstres. Il y a beaucoup de vétérans là-dedans qui ne vont pas accepter nécessairement d'aller affronter les jeunes loups là, qui savent qu'ils sont dangereux. Là. Ça va être difficile de trouver des adversaires pour Tsaroukian dans le top 10. Parmi les autres combats, on va passer rapidement là, parce qu'on veut parler de l'UFC 272. Mais malheureusement, Michel Cirkunov, Pat, qui a perdu encore une fois cette fin de semaine. Wellington Turman qui a sorti une clé de bras comme ça. Faut lui donner le crédit. C'était rapide. Hein? C'était rapide, c'était fait parfaitement. Écoute, pour surprendre une black belt comme Michel Cirkunov, il a fallu que ça se fasse vraiment rapidement. Puis que, c'est une clé de bras de base. C'est la première clé de bras, c'est le genre de clé de bras qu'on montre à une ceinture blanche. Mais une clé de bras d'une ceinture blanche d'une ceinture noire, c'est pas mal la même affaire. Le bras, il plie pas plus parce que c'est une ceinture noire. Là. Non, c'est juste la manière que tu vas l'appliquer. Puis tout de suite, instinctivement, il n'a pas eu besoin d'y penser. Les hanches ont tourné, il est allé chercher cette clé de bras-là qui a été faite parfaitement. Michel Cirkunov, c'est dommage parce qu'en 2019, il avait passé le Peruvian necktie à Jimmy Crute. Puis après ça, il s'est blessé. Il est parti pendant 1 an et demi. Il est revenu en 2021. Ça a été un désastre. 2 défaites de suite. Il a essayé une nouvelle catégorie de poids. Ça ne marche pas plus. Il a perdu ses repères. C'est dommage parce que c'est un bon combattant, mais on dirait qu'il est en train de s'enfoncer puis il n'est pas capable de sortir du sable mouvant. Il a un pied dedans. Là, le deuxième est en train d'embarquer. Puis là, il essaie de respirer en haut, mais il n'est pas capable de retrouver ses repères, on dirait. C'est dommage.
34 ans en plus, ne rajeunit pas le Canadien Sirkunov, donc à suivre pour lui. Autre défaite. Terrence McKinney contre Faresiam. McKinney qui a encore remporté ça au premier round. Donc, retenez ce nom à 155 livres, Terrence McKinney. Ignacio Bahamondes également, un autre 155 livres. Je vous dis, cette division-là, là, ça n'arrête juste pas. Oh, ça fait il a battu Rangjo, un autre très bel espoir chinois. Puis le combat de la soirée, ça a été Priscilla Cachoeira contre Jae-Yoon Kim. C'est pas parti pour ça après un round. Est-ce que tu as changé ton opinion aussi de la vainqueur de ce combat-là? Parce qu'au niveau des stats, non. Cachoeira, en fait, c'est la Coréenne Kim a dominé, mais bref, il y a une petite controverse là, dans cette victoire de Cachoeira. Ça s'ostine pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est dur de gagner un combat quand tu recules tout le temps. C'est très dur. Puis je te parle pas statistiquement, je te parle aux yeux des juges. Sur place, la combattante qui va toujours reculer, même si elle qui touche statistiquement plus, les deux ont fini en sang, là, puis beaucoup plus de dommages dans le visage de son adversaire de Cachoeira. Mais si tu fais juste reculer, puis l'autre te met de la pression, puis elle avance, c'est elle qui a comme un peu la vision qui contrôle le combat, qui contrôle les attaques, qui met de la pression. Fait automatiquement, tu penches toujours un petit peu plus vers elle ou le combattant qui met de la pression. C'est comme ça, c'est logique. C'est fait de même. Et c'est à cause de ça qu'elle a perdu. C'est à cause de ça, parce qu'elle n'a jamais été capable de prendre un rythme, puis c'est elle qui mettait de la pression. Elle était toujours sous pression, ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'elle est tout le temps en train de se défendre. C'est ça l'affaire. Oui, exactement. Donc, elle a fait honneur à son surnom de Zombie Girl, parce qu'elle a tout encaissé, elle a continué à avancer. Priscilla Cachoeira, elle est allée retrouver le chemin de la victoire pour elle, et ça lui a valu à elle et son adversaire 50 000 $ de bonus de performance. UFC 272, Pat, est-ce que ton niveau d'excitation et de fébrilité sur une échelle de 1 à 10? 12. Écoute, là, plus que j'écoute les embedded, plus que j'écoute les entrevues, plus que j'écoute l'histoire qu'ils ont faite de ça, plus que j'écoute le résumé de où est-ce que ça a parti, puis maintenant où est-ce que c'est rendu. Écoute, ça n'a pas de bon sens, l'histoire. Là, puis il y en a de plus en plus qui se mettent dans la danse aussi. On a un J-Check, Dan Lambert qui sort, puis il parle justement de ce qui s'est passé à American Top Team. Tout le monde est contre Colby Covington, tout le monde est American Top Team, tout le monde est contre lui, tout le monde a pris le côté de Masvidal. Qui dit vrai? Écoute, chacun a leur version, chacun dit que c'est l'autre qui dit de la merde un peu. Peu importe, ça fait une histoire incroyable, ça met un hype autour de ce combat-là qui, inquiète-toi pas, j'en parle souvent, Ben, le hype, qu'est-ce qui est plus dangereux d'un combat puis d'un combattant, c'est le hype qui peut l'étouffer. Je suis bien surpris que ça étouffe ce combat-là. Non, effectivement. Pour la petite histoire, bien sûr, Jorge Masvidal contre Colby Covington, deux anciens amis, colocataires, coéquipiers chez American Top Team qui maintenant se détestent. C'est Colby qui a dû déménager ses pénates dans un autre gym il y a quelques années déjà. Là, ça doit faire un bon 2 ans. Je me rappelle, Valérie Letourneau était avec nous sur le plateau à l'UFC 271 puis nous disait lorsqu'elle était à American Top Team, elle a été témoin là, de tout ça, là, que c'était les deux meilleurs amis du monde. Elle est allée même luncher avec eux au restaurant. Puis quand Colby a créé son personnage, puis les gens se posaient des questions, est-ce que ça pourrait peut-être aller trop loin? Ben, clairement, c'est allé trop loin pour Jorge Masvidal. Mais je sais pas, tu as écouté pas mal cette semaine. Toi, tu as tendance à croire plus Masvidal ou c'est où que ça a cassé? Là? C'est quand Covington s'est mis à insulter les enfants de Masvidal ou quoi? Oui, ça, tu sais, il y a une ligne qui fait attention à ce mot du trash talk, des affaires de main. Tu sais, quand tu t'en vas attaquer la famille, tu t'en vas attaquer les enfants surtout, là, tu sais, c'est sûr que moi, je me suis battu une fois quand j'étais papa, là, mais honnêtement, si j'avais eu des enfants pendant que je me battais, mon adversaire attaque mes enfants, ça m'allume une switch qui n'était pas allumée, honnêtement, là, tu sais, je comprends qu'il veut mettre de la mousse, là, mais tu sais, c'est plus facile de se mettre du côté de Masvidal que du Covington, parce que il est facile à haïr, là. On s'entend. Ouais. Mais peu importe, tu sais, je veux dire, c'est aussi au niveau de
la fidélité envers son gym, de la fidélité envers American Top Team, qui même de tout le monde là-bas dit qu'il a manqué de fidélité, il devait de l'argent, il n'a pas payé. L'histoire comme telle, ça fait la boucane autour du combat. Et après ça, qui va arriver là, va être le mieux capable de gérer ses émotions? C'est ça la vraie question. OK. Sportivement parlant, j'ai vraiment l'impression que Covington a l'ascendant sur Masvidal. Il est plus jeune. J'ai l'impression qu'il est aussi plus complet. Est-ce que tu as l'impression que c'est un combat à perdre pour Covington? S'il amène tout ce qu'il est capable de faire dans un octogone, il devrait avoir le dessus sur Masvidal. Masvidal, c'est un peu une wild card, là, un joker, comme on dit. Il est capable du meilleur, mais des fois du pire aussi. Moi, là, dans ce genre de combat-là, je vais tout le temps apprendre le gars qui a vécu le plus d'affaires dans sa vie. Parce qu'il y a tellement d'émotions qui est impliqué. Lui qui a plus d'adversité, lui qui a plus de résilience, qui est parti dernier, puis on connaît l'histoire de Masvidal, ça a été vraiment rough, là, c'est sa jeunesse, puis tout ça. C'est pas un enfant de ça m'étonnerait que ça finisse dans un gros combat technique. Je pense qu'à un moment donné, ça va finir ça va virer comme une brawl un peu. Puis dans une brawl, c'est sûr que je prends Masvidal bien plus que Covington avec. Juste à cause de son chien, il s'est battu, il vient du même hood que Kimbo Slice. Il a commencé avec des combats dans la rue. Et juste à cause de ça, moi je pense que ce genre de combat-là va aller à l'avantage de Masvidal plus que Covington. Parce que Covington, on l'a vu dans les combats d'avant, quand il se fait toucher solide, là, il tombe passif, puis il tombe ses talons assez rapidement, beaucoup plus vite que Masvidal. Masvidal il a reçu des coups de poing dans la face, à point nu en plus. Je pense que dans ce genre de combat-là, où il y a beaucoup d'émotions qui est involved, qui est impliqué, je vais y aller avec le gars qui a le plus de vécu, puis c'est Masvidal. Toujours au niveau sportif, les deux n'ont pas grand-chose à gagner. L'enjeu, là, c'est pas un combat de championnat. Là. Je vous dirais, Covington est encore numéro 1, aspirant numéro 1 à 170 livres, mais il vient de perdre son dernier combat contre Kamaru Usman. En fait, les deux ont perdu 2 fois contre Kamaru Usman. Donc, les deux ne sont pas à une victoire de retourner en combat de championnat. On va aller dans d'autres avenues pour... Même Masvidal le dit. Il dit, moi, c'est une situation perdante-perdante. Là. Je gagne, ça me donne à rien. C'est ça. Je perds, puis là, ça fait mal. Mais il dit, regarde, là, maintenant, je ne peux plus reculer. Il y a trop de choses qui ont été dites. C'est temps de settle up. Là, Masvidal dit qu'il va le baptiser. Covington dit qu'il ça va plus des funérailles, il y a d'autres choses. Ça s'envoie la balle. Puis, regarde, on arrive bientôt. Puis, hier, il y a eu la conférence de presse. Les médias, on n'a pas fait de face-à-face. D'habitude, des fois, on fait des face-à-face. Je pense qu'il y a une conférence de presse aujourd'hui. Je pense qu'il y a une conférence de presse aujourd'hui. Hier, c'est ça, c'était le média. OK, hier, c'était les médias. De façon séparée. Puis aujourd'hui, ça va être conférence. C'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, je suis mêlé. D'habitude, on fait ça le mardi. Mais oui, t'as raison. Aujourd'hui, conférence de presse. Donc, il va y avoir un premier face-à-face probablement. C'est ça. Puis là, on va pouvoir se répondre. On va pouvoir se renvoyer la balle, justement. Puis, ça va être spectaculaire. Mais ce que tu as dit, perdant, j'ai l'impression que Masvidal, ce qu'il joue, c'est sa place comme un client sérieux à 170 livres. Parce que s'il perd contre Covington, ça va lui faire une 3e défaite de suite. Ça va être... Veut pas, ça va être un pas de recul pour lui. Puis même chose pour Covington. Ouais. S'il perd contre Masvidal, pour lui, ça va être un gros pas de recul parce que là, il est numéro 1 présentement. Mais c'est pas l'enjeu principal de ce duel-là, c'est ça. Pas tout. Il n'y en a pas un des deux qui pense de perdre un rang dans tout ce qu'ils veulent, c'est de gagner. Ils s'en foutent de ce qui va arriver après. Les autres, là, c'est tout ce qu'ils veulent plus que de gagner, c'est de ne pas perdre aussi contre cet adversaire-là. Les autres là, qui avancent d'un rang, qui reculent d'un rang, les autres, c'est complètement superflu. Ça, là. L'important, là, c'est un combat qui est vraiment personnel. On haït l'autre, il y a une histoire, et on veut y aller. Pour une des rares fois, je vais dire ça, là, mais je pense qu'on veut y aller vraiment pour faire mal à l'autre. Et c'est ça qu'on veut faire dans ce combat-là. Pour les intéresser, à 20h ce soir, la
la conférence de presse. Donc, si vous nous attrapez à temps et si ça vous intéresse de regarder ça, ça devrait être assez intéressant au niveau des insultes et du trash talk dans cette conférence de presse entre Jorge Masvidal et Colby Covington. Rafael dos Anjos, Pat, on en a parlé un petit peu tantôt, mais il va affronter finalement Renato Moicano, qui revient, lui, d'une victoire contre Alexander Hernandez. C'est lui qui a levé la main, c'est lui qui a accepté à la dernière minute d'affronter dos Anjos. Ça va se passer à 160 livres, donc un poids hybride. Je pense que ça avantage dos Anjos. Il est plus âgé, il est plus gros aussi. Il s'est battu à 170 livres. Il vient de revenir là, à 155 livres. Il se battait il n'y a pas si longtemps à 170 livres. Il a 37 ans. Moicano est sur une bonne séquence. J'ai l'impression que c'est un choc de style. Dos Anjos, très bon lutteur. Tandis que Moicano, peut-être un peu plus au niveau du Muay Thai. Il y a des bonnes soumissions aussi, mais qui a l'ascendant dans cette demi-finale, selon toi? Pour Moicano, je pense que c'est très intelligent de faire ça s'il est en santé. Parce que lui, il a déjà été pas loin du top 5, Moicano. Puis là, à un moment donné, ça a dérapé. À 145, ouais, c'est ça. Mais là, il revient, là, c'est une bonne séquence, comme tu disais. Fait que je pense que c'est un combat intelligent pour lui de prendre ça. Pour dos Anjos, écoute, tu dis que c'est un choc de style. Dos Anjos, c'est pas si mauvais que ça debout. Hein. Je pense qu'il est moins technique que Moicano, mais je pense qu'il est aussi puissant que lui. Et au sol, je vais donner l'avantage à dos Anjos. Ça, c'est sûr. Mais comment que le combat va aller? Je pense que tu as raison. Je pense qu'au niveau du gabarit, ça va avantager peut-être dos Anjos qui va peut-être vouloir lutter et s'imposer physiquement. Ce qui serait une bonne stratégie de sa part. C'est ça. Il a 37 ans, dos Anjos, 32 ans, Moicano. Dos Anjos a 2 victoires, 4 défaites à ses 6 derniers combats. Il y en a 5 de ces 6-là qui étaient à 170 livres, par contre. Mais il est revenu à 155 livres contre Paul Felder, puis il a gagné. Mais ça fait un certain temps, en novembre 2020. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Pat, mais Felder ne l'avait pas trop pris. C'était ultra serré, décision partagée. Ouais. Puis plusieurs pensent que Felder avait gagné ce combat-là, mais ça avait ramené dos Anjos dans la discussion à 155 livres. Je pense que Moicano est plus prenable et en fait est moins dangereux que Fiziev. Fiziev est un debout est très dangereux et plus jeune aussi. Je ne veux pas dire que Moicano est un adversaire facile, mais en fait moi je pense même que Moicano a des chances de gagner. Honnêtement, ça semble peut-être la fin de Rafael dos Anjos. Je veux dire, dans une division comme ça, à 37 ans, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir pour vrai. Ouais. Ça se peut. Je pense que Moicano est plus complet que Fiziev, par exemple. C'est vrai que Fiziev est pas mal plus puissant debout. C'est plate parce que c'est un combat ça faisait quand même quelques semaines qui était bâti puis qu'il y avait une histoire autour de ça aussi. On peut savoir qui était le meilleur Raphaël dans l'organisation de l'UFC. Ça va niaiseux, mais on prend tout pour construire une histoire dans ce monde-là. Puis, t'as raison. Je pense que ce combat-là, ça va dépendre de dos Anjos. Ça ne dépendra pas de Moicano. Moicano n'a rien à perdre. Il a accepté le combat à 4 jours de vie. Il a dit bon, il va, puis lui, il a tout à gagner. C'est vraiment comment dos Anjos va se présenter, puis ça va être quoi sa stratégie qui va décider vraiment s'il va avoir une chance ou pas. Ouais, je vous rappelle que pour terminer là-dessus, Makhachev a brièvement été mentionné pour affronter dos Anjos. Ça fait 4 fois, là, c'est la 4e fois où dos Anjos et Makhachev doivent s'affronter. Là, en fait, les 3 premiers, c'était officiel. Il y avait des dates, tout ça, mais COVID, blessure, etc. 3 fois, c'est tombé à l'eau. Et là, la 4e fois, brièvement, on a pensé faire Makhachev dos Anjos, mais encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si on va le voir un jour. Je pense que dos Anjos est content d'affronter Moicano plutôt que Makhachev. Autre dossier. Et hâte de voir ce que le bon vieux RDA va nous offrir cette fin de semaine. Il est encore classé 6e quand même, à 155 livres. Donc, Edson Barboza contre Bryce Mitchell, ça risque d'être intéressant aussi. Ça aussi, c'est un choc de style. Barboza qui est le spécialiste de Muay Thai, des coups de pied, là, en fait, et puis du combat debout contre Bryce Mitchell, le spécialiste des soumissions. Je regardais les adversaires de Todd Nasty, Bryce Mitchell. Là, on passe au niveau supérieur là, avec Barboza. Ah oui, je ne sais pas si vous avez écouté ça, Embedded, mais
Je vais peut-être en insulter, mais c'est un vrai redneck. Vraiment, là. Ah, mais... C'est incroyable. On a de la misère à comprendre ce qu'il dit. Mais il filme des vies dans une ferme. C'est vraiment là, raw. Là. Mais t'as raison, c'est un gars qui est super athlétique, super bon avec les soumissions. L'auteur d'un des deux seuls twisters dans l'organisation de l'UFC, avec Chan Sung Jung. Donc, beaucoup de créativité au sol. Edson Barboza, s'il y a bien une affaire que tu ne veux pas dans la vie, c'est de te faire kicker par ce gars-là, partout, au corps, à des jambes, n'importe où. Honnêtement. Fait que, c'est sûr que c'est un choc de style. C'est sûr que tu ne peux pas rester debout avec Barboza. Est-ce que Barboza a la défensive adéquate pour empêcher Mike Mitchell de l'amener au sol? Ça va être là l'affaire. Est-ce que Bryce Mitchell a une assez bonne lutte pour amener Barboza au sol? Ça, c'est ça la question. Moi, c'est ça qui me bug un petit peu plus. Puis la réponse, moi, je pense que c'est non. Et là, ça va devenir compliqué pour Mitchell s'il n'est pas capable. Mais je suis en train de regarder ça. Justement, Mitchell est 14-0 quand même. 10 de ses 14 victoires par soumission. Barboza, 10 défaites, 2 par soumission. La dernière fois qu'il a perdu par soumission, laissez-moi voir, ça remonte quand même à un certain temps. C'est Tony Ferguson en 2015. Tu vois, puis Ferguson, c'en est un autre qui a des solides soumissions. Probablement meilleur debout, toutefois, que Bryce Mitchell. Non, ça va être ultra intéressant. Puis Bryce Mitchell, c'est ça. Si vous ne le connaissez pas, pas bien de le dire, c'est tout un redneck, mais c'est un méchant moineau. Là. Et bon, je ne sais pas si vous écoutez. Il a donné une entrevue assez particulière à Ariel Helwani il n'y a pas si longtemps, où il revient sur à peu près toutes les théories farfelues qui existent, puis lui, il croit à ça, là, ou en tout cas, c'est ce qu'il a dit dans l'entrevue. Là. Lui, il est convaincu que la COVID, bon, ça n'existe pas, que les tueries dans les écoles aux États-Unis, ça n'existe pas. Les montées du gouvernement, je veux dire, c'est un méchant personnage. Il n'a pas peur de ses opinions. On va lui donner ça. Mais c'en est un spectaculaire. Voilà. On a quelques-uns comme ça en arts martiaux mixtes et à l'UFC. Parce qu'il y a le parallèle avec Sean Strickland un peu. Sean Strickland, c'en est un qui est capable d'avoir des opinions assez spéciales sur bien des trucs. Là. Bryce Mitchell est dans le même moule, mettons. Parmi les autres duels qui vont avoir lieu à l'UFC 272, Kevin Harlan qui va faire ses débuts à 170 livres va affronter le bon vieux Cowboy Oliveira. Ça risque d'être intéressant aussi. Ça va être la fin. Et Marina Rodriguez, là, j'ai pas regardé la carte exacte, mais ça doit être, si c'est pas la finale, ça doit être pas loin de la finale des préliminaires, parce que c'est peut-être un duel Marina Rodriguez contre Yan Xiaonan, la chinoise. C'est peut-être un duel pour la prochaine aspirante numéro 1 à la ceinture de Rose Namajunas. Là, c'est Rodriguez classé 3e, Xiaonan classé 4e. Deux très, très bonnes combattantes, puis l'enjeu est très important aussi pour les deux femmes. Un duel important, tu as raison. Puis, je veux dire, là, ils ont la chance de se mettre un pied dans la position d'être aspirante. Parce que là, c'est un peu ouvert là, présentement. Fait que, Rose, elle n'a pas de combat qui est prévu bientôt. Fait que, c'est vraiment l'occasion pour les deux là, qui ne peuvent pas passer à tout. Exact. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Carla Esparza. C'est vraiment long avant qu'on officialise Esparza contre Namajunas. J'ai regardé les nouvelles, je trouvais rien, mais il y a peut-être quelque chose avec Rose là, qui je sais pas si elle est blessée ou elle veut juste prendre son temps avant de revenir. C'est une bizarre, Rose. Ça doit pas être facile de négocier avec elle. Ouais, il y a ça, il y a ça, puis évidemment. C'est ça. Et est-ce que l'organisation va être. Jusqu'à quel point l'organisation va être patiente avec elle aussi? Parce qu'à un moment donné, si elle refuse de combattre, on a vu l'UFC être pas mal moins patient avec d'autres personnes. Hein, oui, sauf que Rose, c'est une des favoris de la foule. C'est une des préférées des fans. Ils peuvent pas faire ça. Ça créerait quelque chose. Ouais, là, ça créerait vraiment le monde serait fâché s'il ferait ça à Rose.
C'est ça. Donc, pour l'instant, pas de combat pour Rose, pas de championnat intérimaire non plus. Donc, il y a Esparza, mais il y a ce duel entre Marina Rodriguez qui a remporté ses 3 combats en 2021, dont son dernier contre la très, très talentueuse Mackenzie Dern. Marina Rodriguez a vraiment envoyé un message lors de cette victoire-là. Xiaonan, elle, a perdu son dernier contre Carla Esparza. Donc, Esparza est la prochaine sur la liste, mais Xiaonan était tout près d'avoir une chance au titre également. Donc, voilà, l'UFC 272, comme d'habitude, Pat. Carte préliminaire sur les ondes de RDS ce samedi dès 20h. À la télé à la carte par la suite à 22h. Jean-Paul sera de retour, Jean-Paul Chartrand. Ouais. Et tu seras là avec Valérie également. Dans les nouvelles, mon cher ami, je trouvais que ça valait peut-être la peine de faire un petit récapitulatif des combattants québécois là, qui vont être en action dans les prochaines semaines, parce que je regardais ça, il y en a quand même quelques-uns. La semaine dernière, en fait, Charles Jourdain, son prochain combat a été annoncé. Et ça va être comme on dit, un crowd pleaser contre Lando Vannata. Ce ne sera pas un combat facile. Vannata a de l'expérience. C'est surtout que ça risque d'être un combat où les fans vont être sur le bout de leur siège tout du long. Là. Absolument. Puis je pense que c'est peut-être un combat qui va avantager peut-être un peu Charles. Vannata se bat souvent, presque tout le temps, les mains très, très basses. C'est un gars qui brouille bien avec les coups, mais il va falloir, on sait, les personnes qui m'écoutent de ses adversaires, là, mais tu sais, quand Charles se fait mettre de la pression, il tombe. Non, mais je ne veux pas dire comment battre Charles, là, parce que je pense qu'il est capable de gérer tout ça de toute façon, mais quand Charles, lui, met de la pression, il est quasiment inarrêtable. Il est vraiment bon quand c'est lui qui va vers l'avant. C'est un gars qui kick beaucoup, c'est un gars qui est très agile avec ses jambes. Surtout que tu commences à mettre de la pression sur un gars qui fait ça, et là, ça vient de se déstabiliser, de sortir un petit peu de son plan de match. Donc, si tu mets de la pression sur Charles, il va falloir qu'il s'ajuste, puis ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de mettre son plan de match à exécution. Mais si tu le laisses avancer, là, il peut te manger tout rond. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce que Vannata, c'est pas un gars qui met énormément de pression, c'est un gars qui bouge, qui aime bien travailler en contre-attaque. Donc, puis les mains très basses. Donc, à mon avis, je pense que c'est un combat qui, à cause de ça, avantage Charles. Mais si c'est pas un combat facile, Charles est rendu là. Tu sais, si là, il a comme fait. Oui, il y a un gros hype face à Do Choi. Après ça, ça a resté de même. Il n'y a pas eu de vague tant que ça. Son dernier combat, oui, il a battu André Yoel, une belle performance. J'enlève rien à sa victoire. Il reste que c'était André Yoel quand même. Là, il y a besoin, entre André Yoel et André Vannata, Vannata a beaucoup plus de valeur au niveau de son nom s'il passe à travers. Puis je pense qu'il est capable de le faire. Là, il est rendu à ce niveau-là, il est rendu à ce temps-là de sa carrière, de se battre avec ces gars-là qui ont un nom, qui ont de l'expérience, qui en ont vu d'autres dans l'organisation. Puis là, c'est le temps de faire une performance, de faire un statement face à un gars comme Lando Vannata. Ça va se passer le 23 avril. Prochain combat de Charles Jourdain qui devait se battre début janvier. Ilia Topuria avait accepté d'affronter le dangereux Ilia Topuria qui finalement n'a pas pu se rendre jusqu'à la pesée. Et je pense que j'ai vu cette semaine que Topuria allait passer à 170 livres ou allait se battre à son... et que je n'ai pas halluciné ça. 155. Donc, bref. 155. C'était supposé être à 145. Ah, voilà. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, va monter chez les légers. Va passer des plumes aux légers. Voilà. Yohan Lennes, ton protégé, la semaine suivante, le 30 avril, contre Gabriel Green. Donc, vous êtes en camp, j'imagine, présentement? Ouais, ben là, tu vois, Yohan est parti une semaine à Niagara Top Teams, à Toronto. Ouais, c'est vrai. Ouais, exact. Il est allé voir d'autres choses. Moi, j'encourage ça. Je veux dire, oui, tu t'entraînes avec ton équipe. Moi, j'ai tout le temps fait ça. À un moment donné, dans le camp d'entraînement, tu t'en vas une semaine à quelque part, tu t'en vas une semaine ailleurs, tu vas voir d'autres choses. Quand tu reviens dans ton équipe, ben là, tu es prêt pour faire ton dernier 5-6 semaines de camp d'entraînement. Moi, j'encourage vraiment ça d'aller voir ce qui se passe ailleurs, si t'es bienvenu, évidemment. Mais oui, ça a super bien été. Il revient demain. Puis après ça, ben, il va terminer son camp d'entraînement ici avec moi, ici au Centre XPN, avec Lee Villeneuve au LV Jiu-Jitsu. Il boxe à Saint-Hyacinthe aussi. Donc, tu sais, là, il y a vraiment une routine d'un athlète professionnel d'arts martiaux mixtes, qu'il n'y avait pas avant. Et surprenamment, il s'est rendu quand même au UFC en n'ayant pas vraiment je peux dire ça, de barrière, de guide vraiment. Là. Fait que, maintenant qu'il y a un plan, maintenant qu'il y a un horaire, maintenant qu'il y a quelque chose de structuré,
je te dis que ses qualités athlétiques, sa connaissance de la game aussi va vraiment, vraiment beaucoup plus vite. J'ai hâte de le voir performer. Gabe Green, c'est un gars, puis de toute façon, il m'écoute pas, de toute façon, je peux dire ce que je veux. Gabe Green, c'est un casse-tête, mais c'est pas un casse-tête de 100 morceaux, c'est un casse-tête de 25 morceaux. Tu comprends? C'est beaucoup plus facile de résoudre sa game. C'est un gars qui travaille beaucoup en crochet, c'est pas une super lutte, il n'y a pas un super sol. Au sol, il est très flexible, il faut être des positions quand même assez solides. Mais en gros, c'est pas un combattant qui est dur à solutionner. Il faut juste arriver avec la bonne stratégie et être capable de switcher à quelque chose s'il nous offre quelque chose qu'on ne s'est pas attendu. Mais de ce qu'on a vu, c'est quelque chose qui ne sort pas de notre zone de confort. On va être prêt, puis on espère, mais on sait que ça va bien aller aussi. C'est le 30 avril. On va avoir la chance de parler à Johan, c'est sûr, d'ici là. Corinne Laframboise qui va se battre pour la ceinture des poids mouches de UAE Warriors le 26 mars prochain à Abu Dhabi. Pas encore d'adversaire connu, mais c'est confirmé qu'elle est sur le gala et que c'est pour le championnat, qui est le titre qui est vacant des 125 livres. C'était Manon Fiorot, la Française, qui avait cette ceinture-là. Elle est passée à l'UFC depuis ce temps-là, on ne l'a pas remis en jeu. Et Mick Dufort, le 18 mars, ça, c'est dans 2 semaines, à Challenger Series de PFL. Le seul, on a eu Mick il y a 2 semaines au podcast, si vous voulez aller réécouter ça. La seule façon de visionner son combat, malheureusement, c'est en s'abonnant à Fubo TV. C'est une entente exclusive entre PFL et ce fournisseur de services télé. Vous pouvez vous abonner à l'année ou au mois. Là, ça va coûter entre 10 et 15 $ par mois si vous voulez regarder le combat de Mick Dufort à Challenger Series de PFL le 18 mars prochain. Rapido. Les gens nous écrivent pour nous demander nos opinions sur plein de dossiers. Je veux t'entendre, Pat, sur l'arrestation de Cain Velasquez. Je veux dire, on n'est pas des juristes, on ne sait pas ce qui se passe. C'est toute une histoire, là, rapidement. Là. Cain Velasquez, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, qui a été arrêté pour tentative de meurtre. Il a tiré avec un fusil, il a visé. Il a atteint quelqu'un au bras. Mais là, ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'il voulait s'en prendre à une personne qui a été accusée, qui aurait abusé de sa fille à Cain Velasquez. Il aurait appris donc ce qui s'était passé, aurait voulu se venger lui-même. Mais le problème, c'est qu'il a atteint le beau-père de cette personne-là. Il y a eu une poursuite en voiture et tout ça. Donc, je veux dire, les intentions étaient nobles parce qu'il voulait défendre sa fille, mais je veux dire, on n'est pas dans le Punisher, là. On ne peut pas commencer à aller se faire justice nous-mêmes. Et là, c'est plate parce que Cain Velasquez fait face à une 20aine d'années de prison minimum. Il va peut-être avoir la clémence d'un jury ou d'un juge et tout ça, mais la communauté des arts martiaux mixtes, c'est derrière lui. Mais je veux dire, c'est quand même triste d'un côté, de tous les côtés, cette histoire-là. Absolument. Écoute, faut faire attention à ce que je vais dire parce que c'est sûr que moi, en tant que père, puis si ça m'arrive, je sais pas comment je réagirais. Je dis pas que je ferais la même chose, mais je peux comprendre la rage qu'il avait, puis surtout que oui, il était accusé, mais il y a eu quasiment rien aussi. Là, fait qu'il est sorti. Quand il s'est fait toucher, il s'en allait chercher un bracelet, je pense, pour toujours dire où ce qu'il est, puis qu'il ne pouvait pas être à une distance des enfants, des choses comme ça. Mais en même temps, tu te dis, OK, mais je dis, lui, il a fait des attouchements à des enfants parce que là, ça a sorti après aujourd'hui qu'il y en a d'autres qui sont allés, qui ont sorti, puis que le même gars a fait des attouchements. C'est sa fille en plus. Là, tu te dis, OK, mais c'est où la justice aussi? En même temps, c'est vrai, tu peux pas te faire justice toi-même. C'est la loi, c'est comme ça. Mais j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à d'autres pères de famille. C'est sûr, la première réaction, on dit que moi, j'aurais fait la même chose. Mais le faire, de penser puis le faire, c'est 2 affaires. Est-ce que c'est vraiment mieux qu'il passe les 20 dernières années, les 20 prochaines années en prison puis qu'il ne voit pas sa fille, justement, pendant 20 ans? Je pense pas que c'est mieux. Je pense qu'il réagit sur un coup de tête. Mais c'est dur de se placer dans un état neutre là-dedans quand tu sais qu'une victime, c'est un enfant, quand tu sais que son agresseur, il n'a quasiment rien eu, et toi, tu es à l'extérieur, puis tu ne peux rien faire.
C'est juste ça, tu sais. Ben là, à ce que j'ai compris, c'est que la personne a été arrêtée et relâchée sous caution. Elle est allée chercher ce fameux bracelet-là en attente de son retour pour son procès en mois d'avril. Donc, ce que Cain Velasquez n'aurait pas pris, c'est que cette personne-là ne soit pas immédiatement emprisonnée en attente de son procès. Je veux dire, cette personne-là, si c'est vrai ce qu'elle a fait, va, et si on réussit à le prouver, va aussi avoir des conséquences. Tu sais, j'ai vraiment l'impression, comme tu dis, que ça a été sur un coup de tête. On n'a pas pris le fait qu'on l'a sorti. Tu peux, si tu représentes un danger pour la société, tu vas demeurer en prison en attente de ton procès. Mais si on considère que non, on peut te contrôler, on va te laisser à l'extérieur. Et j'ai l'impression que c'est là où ce que ça a pas fait. T'as raison, Ben. Tout ce que tu dis, t'as raison. Puis c'est logique, t'as absolument raison. Mais je me mets dans le pot d'un père de sa petite fille qui s'est fait toucher par ce gars-là, puis que tu le vois à côté de toi dans un char. Je veux pas imaginer comment c'est quoi le sentiment qu'il y a eu, puis ça excuse pas le geste qu'il a fait. Je veux dire, tu sais pas le monde dans la rue, là. Mais quand c'est un coup de tête, puis c'est pour ça que il n'y a pas juste la communauté des arts martiaux mixtes qui est à l'arrière de lui. Il y en a plein, mais il y en a plein qui disent que ça se fait pas non plus de tirer le monde en pleine rue, puis ils ont raison aussi. Mais quand c'est dur de dire il n'aurait pas dû faire ça. En même temps, tu connais l'histoire, c'est sûr que c'était peut-être pas la chose la plus brillante à faire, mais penses-tu qu'il a pensé la meilleure chose à faire pour le plus brillante? Lui, non, c'est ça. Mais c'est ça. Le reste à voir si un juge, un jury va utiliser. S'il y a des circonstances atténuantes un petit peu. La personne également, heureusement, pour Velasquez, peut-être aussi n'est pas blessée sérieusement. Elle a été atteinte au bras. C'est ça la face, il n'a même pas atteint la bonne cible. Aussi. C'est ça. Bref. Non, c'est une très, très triste situation pour la famille Velasquez, pour Cain également aussi. On va suivre ce qui va arriver pour lui. Beaucoup de questions passent sur les réseaux sociaux, puis là, même chose aussi. Autre dossier qui est assez touché. Je veux dire, on a des opinions là-dessus, mais on peut pas non plus. On n'a pas la raison absolue. Il y a eu Islam Makhachev qui s'est battu la semaine dernière. Il y a des gens qui nous écrivaient au hashtag UFCRDS. On n'aurait pas dû laisser Islam se battre. Là, avec ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine, est-ce que l'UFC devrait bannir les athlètes russes? Là, présentement, il y a l'IHF qui a beaucoup de sanctions. Au niveau du hockey, il y a beaucoup de sanctions au niveau des Russes. Aux Jeux paralympiques, les athlètes russes ne peuvent pas représenter, ne peuvent pas compétitionner. Je veux dire, il y a des... Ça commence de plus en plus, là, les athlètes russes commencent à être sanctionnés. Je pense pas que l'UFC va aller là. Ton opinion là-dessus, c'est quoi? Non, puis je pense qu'il ne faut pas aller là, parce que ça va créer un précédent. Tu sais, le problème, c'est pas les Russes, le problème, c'est Poutine. Et puis la population même de Russie est contre cette guerre-là, la majorité de la population. Fait que, tu sais, même ici, là, tu sais, je veux dire, les boxeurs là, comme Beterbiev, qui son combat de championnat du monde d'unification ne pourra pas y aller parce que la WBA et toutes les autres, là, la WBA était la dernière, mais va embarquer le poids. Mais tu sais, WBC et BF, les autres, ils ont tous enlevé les Russes des classements. Mais là, tu sais, Beterbiev, ça fait des années qu'il est ici. Là. Oui, il est d'origine russe, mais ça fait des années qu'il reste ici. Ça fait 10 ans qu'il reste ici et qu'il s'entraîne ici. Là. Fait que, tu te dis, OK, je pénalise les athlètes russes pour un dictateur là-bas qui, de toute façon, n'a jamais demandé la permission à son peuple de faire la guerre. Moi, je trouve que faut faire attention. Je comprends qu'on veut mettre de la pression sur le gouvernement russe, puis qu'on veut peut-être créer un coup d'État, que tout le monde se retourne contre le gouvernement russe, à cause, justement, avec ces sanctions-là, les athlètes, puis des choses comme ça. Mais, je trouve ça rough pour les athlètes qui n'ont aucun rapport là-dedans. On a en Russie, qu'est-ce que je te dis? Tu es né au Québec, tu aurais pu naître en Afrique, on ne sait pas, là. Ils sont d'origine russe, mais il faut qu'ils payent pour ça, tandis qu'il n'y a aucun rapport là-dedans. Fait que c'est ça que je trouve rough. Je comprends de vouloir mettre de la pression pour changer l'opinion du gouvernement russe. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas faire de politique, là, mais dans ma tête, moi, le problème, c'est pas les Russes, le problème, c'est Poutine. Fait que, c'est ça. Je pense pas qu'il faut faire ça. Je pense pas qu'il faut bannir les athlètes russes à cause de ça.
Je te rejoins parce que c'est ça. C'est pas les athlètes individuellement qui ont envahi l'Ukraine. C'est, comme tu dis, c'est Poutine. Là où j'ai plus un problème, et puis c'est ça, on peut pas les bannir tous au complet parce qu'ils ont des opinions politiques différentes. Je veux dire, juste au hockey, Artemi Panarin, joueur des Rangers, lui, il est clairement contre le pouvoir en Russie. Mais si on bannissait tous les Russes de la Ligue nationale de hockey, ben lui passerait au même titre que Alexander Ovechkin, qui, sa photo de profil Instagram est encore une photo avec Vladimir Poutine. Clairement, Ovechkin appuie, même s'il ne l'a pas dit publiquement, mais je veux dire, ça fait une semaine qu'il n'a pas encore changé sa photo Instagram. Il n'a pas dit qu'il appuie pas non plus. C'est ça. Et je dis qu'il faisait pas de politique. Donc, ce serait pas juste, entre guillemets, ou ce serait pas logique de pénaliser quelqu'un qui est clairement contre ça. Même chose au tennis, là, je veux dire, Andrei Rublev a clairement écrit dans une lentille de caméra qu'il ne voulait pas faire la guerre, qu'il était contre la guerre en Russie. Son partenaire de double, c'est un Ukrainien. Si on bannissait les Russes de l'ATP, je veux dire, ils passeraient au travers, ils passeraient à la trappe, au même titre que Medvedev et tout ça. J'ai un problème avec ceux qui s'affichent, les athlètes qui s'affichent avec le pouvoir, que ce soit Poutine, que ce soit des dictateurs. Tu sais, je veux dire, ceux qui suivent les arts martiaux mixtes et la politique un petit peu entourant ça, vous savez que Khabib Nurmagomedov a des liens avec un dictateur en Tchétchénie qui n'est pas nécessairement très recommandable au niveau des droits de l'homme et des droits LGBTQ et tout ça. Donc, ces personnes-là qui ont des liens. J'ai un problème personnellement avec ceux qui s'affichent publiquement avec des dictateurs comme ça ou qui vont appuyer des politiques comme ça. Ouais. D'un autre côté, c'est pas eux qui ont pris la décision non plus d'envahir un pays voisin. Donc, je te rejoins. Je pense pas que c'est le genre de truc qui peut mettre vraiment de la pression tant que ça. Les sanctions économiques, les sanctions diplomatiques à l'international vont avoir plus d'impact que OK, on va empêcher vos athlètes de gagner leur vie dans leur sport. Bref. Comme on vous disait, on n'a pas la raison absolue. On n'a pas réponse à toutes les questions, mais ça demeure des enjeux tellement complexes. Absolument. C'est horrible ce qui se passe, mais je pense pas que... Pour répondre à la question posée, moi, ma réponse est non. On ne devrait pas bannir les athlètes russes. Veux-tu nous dire un petit mot sur... j'ai vu que tu as tweeté ça, Ngannou contre Tyson Fury. Dana White qui a dit « je pense pas qu'Ngannou, c'est une bonne idée d'aller affronter Tyson Fury en boxe. » Ben, c'est tout sauf une bonne idée. Là. Je pense que à part pour le portefeuille, c'est bon pour Ngannou. Mais sportivement parlant, Fury va danser autour, va jouer avec pendant la soirée au complet. Là. C'est pas le même sport, c'est pas la même qualité de combattant au niveau du combat debout. T'as un boxeur d'un côté, t'as un autre qui frappe fort de l'autre bord. C'est tout, là, Ngannou. Là. C'est pas un grand technicien, c'est pas quelqu'un qui a une grande boxe. Puis il ne sera jamais capable de suivre le rythme de Fury. Là. Fury il a mangé les meilleurs shots de Deontay Wilder, puis il s'est relevé comme si de rien n'était, comme un Undertaker. Ça n'a pas d'allure. Là. Puis il a joué avec, puis le deuxième combat, il a joué complètement avec Deontay Wilder. Le nouveau technique est ailleurs. Là. Non, c'est complètement ailleurs. Je souhaite que ça arrive pour le portefeuille de Francis Ngannou. Mais sportivement parlant, écoute, je pense... C'est rough comme mot, mais je pense qu'il va quasiment peut-être se faire humilier. Honnêtement. Non, je serais pas surpris. De toute façon, là, Tyson Fury a dit « Je prends ma retraite après mon duel contre Dillian White. Ouais. » Et puis après ça, peut-être Ngannou si ça fonctionne, mais j'attendrai pas trop après ça, de toute façon. À suivre ce dossier et les négociations entre Ngannou et l'UFC également qui demeurent assez nébuleuses. Il y en a qui vont dire aussi, pourquoi ils ne laissent pas Ngannou se battre si on laissait McGregor se battre? Parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu comprennes que Zuffa Boxing était impliqué dans le combat de McGregor et de Mayweather. Il était en copromotion avec Mayweather Promotions. Mayweather Promotion. Là, c'est complètement, c'est différent. C'est un vrai combat de boxe. Fait que c'est pour ça que peut-être que l'UFC veut pas pour.
Pour différentes raisons monétaires, je pense que c'est... S'il voulait, puis s'il avait l'impression qu'il y aurait de l'argent à faire avec ça, puis que ce serait bon pour la business, il serait déjà booké. Je veux dire, il n'y a pas d'autre raison. Je veux dire, c'est juste que je pense que Dana White veut tenir son bout de dire on l'a fait une fois, c'était exceptionnel. Si on commence à le faire toutes les années, ou à toutes les semaines, ou à tous les mois, ça va perdre de sa saveur, puis ça va juste être mauvais pour la business. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça, sa ligne de pensée. Puis, faut pas dire que ça va pas se reproduire, là, parce que le prochain McGregor, qu'on connaît pas, qui est peut-être pas encore à l'UFC, qui va devenir une prochaine méga star internationale, puis que là, monétairement, ça va faire encore du sens de le faire, ça va peut-être se passer là, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Mais c'est ça. Je pense que je pense pas que Dana White voit ça aussi gros que c'était en 2017. Bref. Pat, merci énormément. Merci à tous à la maison. Je te souhaite un bon show samedi. Je vous rappelle, l'UFC 272, carte préliminaire sur les ondes de RDS. Après ça, la télé à la carte pour le duel, pour le gala qui va mettre en finale Colby Covington contre Jorge Masvidal. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine. On devrait être en mesure de revenir à notre horaire régulier. En tout cas, on va essayer. On est bien occupés. On va tout donner. On va tout donner. Salut Pat. Ciao tout le monde à la maison. Merci à tous. Bye bye. À bientôt.